C'est le devoir qui m'oblige. Je suis à l'eau le Shabbat, on a dû vous dire. Je vais le mettre là. Après j'appuie. Peut-être ici, il ne faut pas qu'il tombe, c'est mieux. Après j'appuie. Bonjour. Au moment du coup, j'appuierai sur le. Vous avez de la chance, aujourd'hui j'ai la voix enrouée, je ne vais pas trop vous crier dans les oreilles, ça va. Mais moi je me mets devant exprès pour. Ah ça va, parce que j'ai la voix forte en général, mais là elle est un peu diminuée. Voilà, là je vais être tempéré, ça tombe bien. On peut y aller? Alors avant de commencer le chiour, avec votre permission, j'aimerais dédier ce chiour pour la Refoua Shelema d'une personne qui en a vraiment besoin, qui s'appelle Sandy Rachel Chayasara Bat Martine Henriette Kouka. C'est bien ça le nom. Et Kadosh Baruch Hu lui envoie une refoua chez les ma Elna Refanala, Betor Sha'af Olam Israël. Et pour tous les malades à qui vous pensez à cet instant présent, Kadosh Baruch Hu il leur envoie Bezrat Hashem une refoua chez les ma. Alors avec votre permission, j'aimerais commencer peut-être avec quelques paroles que j'ai dit ce Shabbat concernant l'éducation en général des enfants. Qu'est-ce qui spécifie l'éducation d'un enfant? Il y a un rav qui s'appelle le Rav Yosef Ben Porat, Rosh Yeshiva à Beit Vegan, qui a voulu tout d'abord différencier l'humain de ce que peut être tout le reste de la création et tout le reste, si on pourrait dire ainsi, des animaux. On sait très bien aujourd'hui qu'un poisson qui naît d'un tout petit œuf, le lendemain, il est déjà autonome, il sait comment nager, il sait ce qu'il faut manger, il sait de qui se protéger. Le lendemain, il est autonome. Un chat qui naît un petit chaton, quelques mois plus tard, il est déjà dans la rue en train de courir après les souris. Lui aussi, il est autonome. Plus encore, il y a certains chercheurs, dira le Rav, qui ont voulu faire une expérience et qui ont pris un œuf d'un oiseau et ils l'ont isolé. C'était un oiseau migrateur. Et ils l'ont isolé pendant un certain temps. Et ils ont attendu, une fois qu'il était assez grand, ils ont laissé passer la migration pendant 2 semaines. Et puis ils ont pris cet oiseau qui n'avait jamais vu le jour à l'extérieur. Et ils l'ont envoyé. Et ils se sont rendus compte que cet oiseau-là, alors qu'il n'avait jamais mis le nez dehors, eh bien, il est parti aux endroits où tout le groupe s'était arrêté. Il a dormi aux endroits où tous les oiseaux ils avaient dormi. Et 1 semaine plus tard, il a rejoint le groupe tout seul, sans qu'on l'ait rien indiqué. Et il a dit, le Rav, on voit d'ici quelque chose. C'est que dans la nature, toutes les créatures qui sont dans la nature, elles ont dans leur gène un automatisme et une indépendance innée en eux. Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des enfants, eh bien, il a créé cette indépendance. Quand un animal a 5 ans, il a déjà donné naissance à ses arrière-petits-enfants, l'homme, il est petit à petit en train de se lever à 4 pattes, en train de marcher, en train d'apprendre, en train de découvrir. Donc on constate que chez l'enfant, il y a cette dépendance aux parents. Et pourquoi, dit le Rav? Parce que si il n'y avait pas eu cette dépendance des enfants vis-à-vis des parents, eh bien, l'enfant, à l'âge d'1 an, il aurait dit à ses parents, ciao, ciao, je m'en vais, je vais faire ma vie. Et il n'aurait rien appris. Le fait qu'il ait une dépendance qui va aller jusqu'à la bar mitzvah, voire des fois jusqu'à la choupa, il y a des enfants qui vivent chez les parents jusqu'à la choupa, on dira après est-ce que c'est bien ou pas, ils sont dépendants complètement de leurs parents et de leurs professeurs. Dira le Rav, pourquoi cette dépendance? Parce que à travers cette dépendance, eh bien les enfants, petit à petit, imbibent, s'inspirent de leur éducateur, de leurs parents. On verra que c'est plus que les parents que les éducateurs. Mais cette dépendance a été créée justement pour que l'enfant, petit à petit,
eh bien, puisse s'épanouir et apprendre des choses avec les gens qui sont autour de lui. Et je vais vous dire, on ne peut pas savoir comment est-ce que c'est primordial. Je radote à chaque fois cette histoire, mais c'est pour vous montrer que des fois, on ne peut pas se rendre compte combien est-ce que ces enfants ils ont besoin de cet épanouissement, combien est-ce qu'ils ont besoin qu'on les écoute. Il y a de ça quelques années, cette histoire, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est bien de la rappeler. J'étais dans un lycée à Jérusalem où la journée, on étudiait dans le kollel. Et le soir, on rencontrait des adolescents qui avaient fait la Aliyah il y a quelque temps. Et ces adolescents, on devait étudier avec eux pendant 1 heure. Et donc, chaque avraire, chaque personne qui étudiait dans notre kollel prenait un adolescent et qui avait fait son Aliyah et qui parlait français, donc un francophone. Et on essayait d'étudier avec eux. Ils n'étaient pas tous faciles à vivre, pour ne pas vous le cacher. Et puis, il y en a un qui s'est assis à côté de moi, c'était mon binôme, avec un bonnet sur la tête jusqu'aux oreilles. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, moi, les religieux, je vous déteste. Voilà, pour commencer. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Un enfant, si vous rentrez en confrontation, j'aurais pris cet enfant, je le mets dehors, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'haine qui l'animait. Alors, on est resté assis un bon bout de temps, et tu sais, c'est dommage. Moi, je vais perdre mon temps, toi, tu vas perdre ton temps. Il m'a dit, oui, moi, je vous déteste. Il m'a dit, laisse-moi tomber, Azov votre race, m'a sonné votre rem, en hébreu, il m'a dit. Mais j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, mais sauf un. Ah, j'ai dit, c'est moi? Il m'a dit, non. Il m'a dit, il y a un rave que lui, j'aime beaucoup. Ah, lui, je l'aime. J'ai dit, pourquoi tu l'aimes? Il m'a dit, parce que ce rave, quand je l'écoute, quand je parle avec lui, il sait m'écouter. Et ça m'a fait tilt à l'époque. Je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, pas tous, pas dans tous les cas, mais il y a peut-être beaucoup d'enfants qui malheureusement n'ont pas été assez écoutés, n'ont pas reçu de leurs parents cet épanouissement qu'ils devaient recevoir. Et donc petit à petit, l'image qui devait se faire d'eux-mêmes, elle s'est altérée. Et c'est véritablement ça. L'image que vous voulez que vos enfants aient, c'est ce que vous leur donnez vous-même. Parce que quand ils naissent quelque part, ils n'ont aucun repère. Comme je vous ai dit, il n'y a que les animaux. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Il n'y a que les animaux qui ont ce repère inné en eux. Mais tous les autres, tous les enfants, on ne se rend pas compte. Qui va les valoriser et qui va leur donner l'image principale? C'est ce qui se passe à la maison. Comment je les traite, comment je les écoute, comment je les considère, comment je les encourage. Cette image que je vais donner à l'enfant, c'est ce qu'il va garder pour sa vie. C'est-à-dire que si toute la journée je radote à mon fils, t'es un incapable, tu feras rien de ta vie, et de toute façon j'en étais sûr, vous allez faire un incapable. Et quelqu'un qui peut-être n'a pas forcément les bons résultats, n'a pas forcément les bonnes bases, mais qui toute la journée, il a entendu des parents qui l'ont radoté, vas-y mon chéri, tu es capable, j'ai confiance en toi, viens on va s'asseoir, et je vais te donner confiance, et je vais faire avec toi, je vais faire. L'enfant, même s'il n'est pas capable, vous allez le faire décoller. Et ça c'est une histoire que raconte le Rav Avramov, de qui d'ailleurs je tire ce cours. Toutes les bêtises que je vais dire, c'est moi qui les dis. Et les bonnes choses, c'est le Rav, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Il a dit, le Rav, une fois, on a donné à un professeur, vous devez peut-être aussi la connaître, ceux qui suivent mes cours connaissent cette histoire, mais c'est bon de la rappeler. On a donné à un professeur une classe à gérer, une classe insupportable. Le professeur était la dernière chance avant que ses enfants soient mis à la porte du lycée. Et le directeur a dit, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, j'espère que tu vas pouvoir faire quelque chose. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il s'est assis au bureau et il a vu une feuille devant lui. Il y avait des noms. Et puis à côté, il y avait des numéros. 80, 90, 78. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé que c'était le quotient intellectuel, le QI de chaque élève. Il a vu des quotients intellectuels énormes, 90, 4... Et tu leur as dit, mais comment vous vous êtes comporté comme ça avec une intelligence pareille? C'est pas dommage. Et tous les jours, il leur répétait, mais vous êtes intelligent, vous êtes capable, regardez, je l'ai devant moi la preuve. Eux, ils ne comprenaient pas trop. Mais à force d'entendre ça, au bout d'un mois, 1 mois et demi, on n'a plus reconnu la classe. Au bout de 6 mois, on avait l'impression que ce n'étaient pas les mêmes élèves. Le directeur, il n'en pouvait plus. Il a appelé le professeur, il a dit, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as donné de l'argent? Tu les as soudoyés? Tu as fait quelque chose? Il a dit, rien. Il a dit, écoute, quand on me donne devant moi des enfants avec un QI, un quotient intellectuel aussi élevé, il a dit, mais quel quotient, quel QI, de quoi tu parles? Il a dit, ben, les chiffres qui sont écrits ici. Il a dit, mais ça, c'est les chiffres des casiers. Vous avez compris? Alors cette histoire, elle est un peu marrante, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin qu'on lui véhicule une image positive. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tellement d'attentes vis-à-vis de nos enfants. On a tellement envie qu'ils réussissent, entre guillemets, on a peut-être tellement envie qu'ils fassent différent de ce que nous, on a fait,
que des fois, malheureusement, on les écrase un petit peu. Et je vais vous dire la vérité, il ne faut pas croire que quand on les a mis dans la bonne école, c'est ce qui va suffire. Pas du tout. L'école, comme il a dit le Rabbi Yechiel Yaakovson, c'est 20% de l'éducation. Où est-ce qu'un enfant va s'éduquer? Eh bien, il va s'éduquer par rapport à la valorisation qu'on va donner dans sa maison. Tous les soirs, de 17h à 21h, 22h, je ne sais pas à quelle heure ils dorment, dans le 100 mètres carrés ou un petit peu plus, l'image qu'on va leur donner dans l'appartement, tout ce qu'on va leur dire, tout ce qu'on va les encourager, comment est-ce qu'on va réagir à leurs échecs et à leurs réussites, c'est ça qui les fait grandir. L'école, quelque part, comme dit le Rabbi Yechiel Yaakovson, elle peut aider à donner, comment dire ça, des connaissances, excusez-moi, des informations qu'ils n'avaient pas avant. Mais la confiance en soi, la valeur de l'enfant, il n'y a que les parents qui peuvent le donner. Et je vais vous dire aujourd'hui, moi ça me fait plaisir de faire ce shiur juste après mon enseignement, parce que je suis encore imbibé de ce matin de la classe. Et je vous le dis, on a toujours la même conclusion en fin d'heure. Ce n'est pas les élèves les plus intelligents, ce n'est pas les élèves les plus beaux, ce n'est pas les élèves de bonne famille qui réussissent. C'est les élèves dont les parents sont derrière à chaque instant. Et aujourd'hui, quand on fait un peu de micro-trottoir, ce que j'appelle, et qu'on se renseigne, quand on a des élèves brillants, on a toujours cette curiosité d'aller demander aux parents « Mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour avoir des enfants tellement brillants ?» La réponse est toujours la même. J'étais avec eux à chaque instant, pour chaque devoir. Et pas que dans les petites classes, jusqu'à même la fac, chaque soir, quand ils rentraient à la maison, je m'asseyais à côté d'eux, j'essayais de savoir comment la journée s'est passée. Et pas que là, depuis qu'ils sont tout petits, même quand ils ont 4 ans, on s'assoit avec eux, on s'intéresse. Eh bien, ces enfants, dont les parents, quelquefois, ont été même jusqu'à mettre leur carrière professionnelle de côté pour s'occuper des enfants. Et je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile parce que pas tout le monde ne peut se permettre de mettre sa carrière professionnelle. Mais tout le monde peut se permettre d'avoir 10 minutes le soir où je mets mon portable de côté et je discute avec mes enfants et j'essaye de savoir comment leur journée s'est passée. Est-ce qu'ils ont eu des angoisses? Parce que des fois, je vous dis la vérité, et je suis professeur donc je peux me permettre de parler comme ça. Les enfants, ils ont des angoisses à l'école. Ils ont des fois des professeurs qui malheureusement ne se comportent pas comme ils devraient se comporter. Moi le premier, peut-être que je fais des erreurs. Et un petit mot, comme une fois j'ai pu entendre, ça m'a révolté d'entendre ça. Et je pense qu'on doit tous faire en sorte, que ce soit en tant qu'élève, en tant que professeur ou en tant que parent, dire une professeure qui a dit à un élève, c'est pas parce que tu es plus grand de taille que tes parents que tu peux te permettre de parler comme ça, devant tout le monde. Mais qu'est-ce que ça peut blesser un enfant? Un enfant, encore une fois, il est entre les mains d'abord de ses professeurs, mais aussi de ses parents, de façon émotionnelle. Si j'ai créé une émotion positive, si j'ai montré à l'enfant qu'il était capable, si je lui ai montré toujours un côté positif, il sera positif. Et nous, depuis que les enfants ils sont nés, nous parents, c'est nous qui allons justement créer les repères. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un enfant est né au début, il est propre, net. D'ailleurs, le Rav Wolbe va dire qu'en fait, un enfant, il est pur, mais on ne peut pas savoir. Et il a le potentiel de donner 100% de ses forces. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Après ce noyau pur, il y a une écorce qui se crée, un psychisme, le corps, le vécu, la réalité, les fréquentations. Il y a tellement d'enjeux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le rôle des parents? Eh bien, le rôle des parents, c'est justement de faire en sorte que tout ce qui enveloppe l'enfant, ce soit pur. Vous allez me dire, on n'est pas 100% avec lui toute la journée. On ne peut pas savoir, mais on peut garder, on va en parler un petit peu plus tard, des repères et surtout une certaine amitié, parce que des parents, ça ne peut pas être les amis des enfants, mais une confidence. Et cette confidence, on va en parler tout à l'heure, elle est cruciale. Si j'ai instauré une confidence depuis le plus petit jeune âge, quand le petit, il était en train encore de dire « Papa, maman, gâteau, maîtresse », « Ah, gâteau, maîtresse, ah, c'est bien mon fils ». Et tu le vois avec le grand sourire. Et puis après, quand il était un peu grand, « Papa, la maîtresse, elle m'a crié. » Pourquoi elle t'a crié? Parce que j'ai pas dessiné dans la... Ah, parce que tu n'as pas dessiné. Viens mon fils, je vais t'apprendre. Dans toutes ces petites choses, ça paraît marrant, ça paraît enfantin. Eh bien, cette confidence que j'ai créée au plus jeune âge, plus tard, quand ils seront plus grands, et on va en parler tout à l'heure, j'aurai tout à gagner. Et encore une fois, on peut déduire ici, et c'est là que je vais mettre le point aujourd'hui, que tout se joue en fait dans l'enfance. Alors des fois, il y en a qui me lancent des pierres quand je dis ça, mais c'est la vérité. Regardez aujourd'hui les délinquants, les gens qui malheureusement ont eu affaire à la drogue, aux mauvaises mœurs, aux troubles du comportement. Quand on regarde un petit peu l'histoire de ces gens-là,
à 95%, il y a une enfance délabrée. Et c'est cette enfance délabrée qui, après, a créé ces enfants qui ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que malheureusement, dans l'enfance, il y a eu un gène, dans l'enfance, il y a eu un problème qui a fait que l'adulte qui a grandi derrière cette enfance, eh bien, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que les bases, justement, elles n'étaient pas fondées. La question qu'on peut se poser, alors comment on fait? De où on part? Mais je vais vous dire la vérité. On part de la chose la plus simple. Un enfant, il a besoin d'amour. Et ça, malheureusement, on dit, moi je l'habille, je lui donne à manger, je lui fais sa douche. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est que je vais lui répéter chaque jour, je t'aime mon fils, je tiens à toi, j'ai confiance en toi. C'est ces paroles encourageantes. C'est pas juste faire ce qu'on a, le minimum syndical, lui faire à manger, le doucher. Non, ça, à la limite, il aurait pu le faire seul. Mais ce qu'il a besoin d'entendre, c'est qu'il est capable, c'est que je l'aime, c'est que je suis proche de lui. Et à ce moment-là, je vais vous dire la vérité. Un enfant à qui on a répété ça assez, eh bien à son tour, lui-même, il sera capable d'aimer. Mais un enfant qui malheureusement n'a pas eu cet amour au début, eh bien après, ça peut même se répercuter, si je puis dire ainsi, dans son couple. Parce qu'un enfant qui n'a pas été assez aimé, il va reproduire exactement la même relation chez lui à la maison. Sachez, aujourd'hui, quand on s'en rend compte, parce que j'ai aussi cette casquette de médiateur familial, très souvent, quand on parle avec des couples qui sont en difficulté, on se rend compte que les parents eux-mêmes, les parents de ce couple, eux-mêmes, ils ont des difficultés. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait en fait? Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'inspire de ce qu'il voit. C'est ça qu'il voit. À l'école, on a l'impression qu'ils sont toute la journée à l'école, ils ne sont pas avec nous. Il a dit le Rav Yechiel Yakovson, ils font abstraction de ce qu'ils voient à l'école et ils s'auto-éduquent de ce qu'ils vont voir autour de eux. Et donc en fait, par l'amour que les parents vont donner à ces enfants-là, petit à petit, l'enfant, il va être capable de devenir un adulte. Écoutez bien ce que je vous dis. Une seconde, je termine la phrase. Mais des parents qui n'ont pas donné assez d'amour, eh bien, ils ne vont pas arriver à faire grandir leur enfant. Parce que l'enfant, il sera toujours en train de vouloir revenir dans l'enfance, là où il y a eu le manque. Et donc, il ne grandira jamais. Parce qu'il sera, comme dira Enrico Macias, un mendiant de l'amour, c'est la vérité. Il ira la chercher ailleurs, malheureusement. Il ira chercher dans des fréquentations qui, des fois, ne sont pas trop fréquentables, parce qu'il sait que là-bas, on lui donne de l'importance. Alors que cette importance, quelque part, où est-ce qu'il aurait dû la prendre? Chez ses parents. Vous avez une question? Il y a une différence peut-être, l'amour qu'on porte aux enfants et l'amour qu'il y a dans le couple. Ah, aucun rapport. L'amour qu'il y a dans le couple, c'est un cours à part. Si vous voulez, on en reparlera. Ici, je... Vous avez abordé le sujet, quoi. Ah, on en avait parlé une fois? Que les enfants observent à la maison. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, il y a deux choses. Il y a l'amour que les parents ils vont donner aux enfants, et il y a la façon de se comporter dans notre couple qui va aussi donner, d'accord, une piste pour les enfants qui vont venir derrière. Parce que comment, surtout quand malheureusement, c'est la plupart du temps comme ça, on n'a pas été tellement préparé au mariage, comment je vais faire? Je vais faire comme papa et maman, ils sont se comporter à la maison. Que ce soit pour le bien, malheureusement, ou que ce soit par le mal. Mais on va revenir sur l'exemple juste maintenant. Oui. Je voulais juste dire, c'est un témoignage, peu importe, j'ai eu l'occasion pendant très longues années de m'occuper d'enfants, que la raison pure n'existant pas, ce qui pose les valeurs, c'est la charge émotionnelle qui nous relie aux valeurs. Exactement. Donc la charge émotionnelle, c'est le milieu familial. Tout à fait. Et l'enfant, par ailleurs, il apprend plus par mimétisme que par ce que l'on dit. Vous m'avez enlevé mes paroles, c'est ce que je vais dire maintenant. Le deuxième repère, comme vous êtes madame? Je suis Madame Palot. Madame Palot. Regardez, le deuxième repère, c'est ce que a dit Madame Palot maintenant. Le deuxième repère, à part l'amour qu'on va donner, et ça vous allez dire, mais vous ne nous avez pas dit comment aimer. Vous êtes toutes des mamans ici, j'ai pas besoin de vous dire comment aimer. Mais des fois, malheureusement, on est, excusez-moi du terme, moi le premier, un peu radin d'amour. Parce qu'on est dans la course de la vie, parce qu'on a nos angoisses, parce qu'on a nos préoccupations. On oublie de dire à nos enfants « je t'aime ». Et ça, c'est tellement important que malheureusement, l'enfant, des fois, il grandit. Alors, il y en a qui en donnent trop. Attention, on peut aussi étouffer un enfant. Mais il y en a qui en donnent pas assez. Donc, on va essayer de rester dans un milieu qui reste raisonnable. Autre chose aussi, comme a dit Madame Palot, l'exemple dans l'éducation, il est crucial. C'est-à-dire que... Et le principe et le dicton, on le dit toujours, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ça, c'est le plus nocif. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit au début du cours,
l'école, elle n'éduque pas les enfants. L'école, elle va leur apprendre à avoir des notions, à avoir des connaissances. Mais l'éducation, la façon de se comporter, comme j'ai dit il y a 2 semaines dans un cours en Motsei Shabbat qu'on a parlé aussi sur l'éducation, j'ai dit à un enfant, on peut le suivre à la tarte, à la trace. À la tarte et à la trace. Une fois, vous savez, on a tous un langage un petit peu courant dans la maison. Une fois, ma fille, elle est venue, elle m'a dit, oh my God. J'ai dit, mais jamais j'ai entendu ça, moi. Voilà, donc je savais que ça venait de l'école. C'est-à-dire que, normalement, les enfants, ils vont répéter exactement le même langage qu'on a à la maison. Et donc, si nous-mêmes, et là, c'est déjà un problème plus personnel, avec nos qualités et nos défauts, on donne ce spectacle à la maison, tant dans le langage, tant dans le comportement, nos enfants, ils vont nous reproduire exactement. Et c'est pas juste de la blague ou un discours fédérateur. Regardez-vous vous-même. Quand on était tous petits, on se moquait de nos parents. Ah, papa, pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, on refait la même chose. Aujourd'hui, des fois, on se voit dans des scènes en train de refaire ce que nos parents eux-mêmes y faisaient. Pourquoi? Parce que c'est inné en nous. Et malheureusement, on ne se rend pas compte qu'on a des caméras à la maison. Si on était capable de voir que à la maison, comme à juste titre, quand je suis à l'extérieur, j'aime bien faire bonne mine. J'aime bien me montrer, avoir bonne apparence, avoir une bonne réputation. On devrait prendre la même vigilance quand on rentre à la maison. Quand on est à la maison, savoir que la façon dont je me comporte, c'est exactement comment mon enfant il va se comporter. Et un enfant, il n'est pas dupe. Si toute la journée, tu lui répètes de faire des choses que toi-même, tu ne fais pas, il ne les refera pas. Et je vais vous dire même plus que ça. On peut éduquer un enfant beaucoup plus parce qu'il voit que parce qu'on lui dit. Retenez bien cette phrase. On peut éduquer un enfant beaucoup plus parce qu'il va voir que parce que je vais lui dire. Je vais donner un petit exemple. Je vais dire à mon fils, fais les brachot. Et moi, comment je les fais? Voilà, il m'entend comme ça. Il ne fera jamais les brachot. Mais s'il me voit faire Baruch, Ata, Amonai, Elokenu, Melech, Haolam, Sheakol, Nia, Bidvaro, je peux vous garantir qu'à même s'il n'a pas besoin, il va prendre un verre d'eau, il va me refaire. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire que ce que je veux, quelque part, inculquer à mes enfants, ça doit être moi-même parfait. Et entre parenthèses, la Torah, elle a dit dans tout le relationnel, Kshot atzmecha ve'achar kshot acherim. D'abord, change-toi à toi-même, et après, tu peux aller voir les autres et les changer. Les chachamim, ils vont même beaucoup plus loin que ça. Ils disent qu'en général, les gens que tu fréquentes autour de toi et qui ont des défauts et que ça t'énerve, pourquoi ça t'énerve? Parce que toi-même, tu as le même problème. Et Hachem, il va te faire rencontrer des gens devant toi pour que ça t'énerve et que tu dises, c'est non, ce trait de caractère, il est tellement énervant que moi-même, je dois le changer chez moi. Eh bien, c'est la même chose. Si véritablement, j'attends de mes enfants, eh bien, dans ma tête, je dois me dire qu'ils n'arriveront jamais à me dépasser, à part avec des grandes filottes, dans le caractère que moi-même, je leur ai inculqué. Mais si moi, de mon côté, j'ai tout fait, c'est comme une fois, il y a une maman, c'était un petit peu plus tard dans le cours, mais on peut le dire maintenant, elle est venue voir le Rav, nouvelle Kala, et elle a dit au Rav, puisqu'on est en train de discuter ensemble, quel livre je dois lire pour l'éducation? J'ai pas encore d'enfant, mais quel livre? Il a dit, vous avez quel âge? Il a dit, j'ai 28 ans. Il a dit, vous avez 28 ans de retard. C'est-à-dire qu'il y a depuis 28 ans, vous auriez dû déjà vous-même vous mettre dans cette situation de vous dire, comment j'ai envie que mes enfants y soient plus tard? Et donc moi-même, je vais créer cette image chez moi positive, cette image d'une personne qui a envie d'être battante pour plus tard avoir des enfants positifs et battants. Et donc forcément, si j'ai envie que mes enfants ils aient un langage propre, par exemple, excusez-moi, c'est votre respect, il ne faut pas que ma bouche à moi ce soit un cabinet. Si j'ai envie que mes enfants plus tard ils arrêtent de crier, il faut voir comment moi je m'exprime. Des fois, on voit les parents, ils crient, les enfants, arrête de crier. Mais tu es en train de hurler, toi. Comment veux-tu que ton enfant il parle sereinement alors que toi-même, tu es en train de lui hurler à la figure? Donc encore une fois, c'est un peu un théâtre. Tu as envie que ton fils il fasse bien les brachot? Comment est-ce que toi tu fais les bénédictions? Tu as envie que ton fils ou ta fille ils aillent à la synagogue? Jusqu'à quelle heure tu es sous la couette samedi matin? Et ça c'est toujours pareil. Tu veux que ton enfant il soit plus ordonné? Comment est-ce que toi tu es ordonné? Donc, encore une fois, si on a envie que nos enfants ils changent, il faut que nous-mêmes, dans les domaines dans lesquels on a envie qu'ils changent, il faut être capable de changer nous-mêmes. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tout ce qu'on vit tous les jours et la course dans laquelle on est, des fois d'un Shabbat à un autre, on n'a même pas le temps de les voir correctement, parce qu'on travaille, parce qu'on est en extérieur. Il y a que, on va parler tout à l'heure de ce moment du Shabbat. Donc, à quel moment exactement on est conscient de ça?
Les gens aujourd'hui, pour devenir médecin, pharmacien, ou etc., ils font 7, 8, 9 ans d'études. Et puis une maman ou un père, du jour au lendemain, on leur met un bébé dans les bras, on leur dit voilà, il faut que tu t'occupes. Mais comment ça marche? Tu t'es pas renseigné? Et c'est grave. Comment tu vas éduquer ton enfant? Bah, je ferai comme papa et maman. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, papa et maman. Peut-être que toi-même, tu vas être trop agressif. Peut-être que toi-même, tu vas trop demander. Peut-être que tu vas être trop couvant. Toutes ces choses-là, c'est compliqué. Et malheureusement, les enfants, ils ne s'arrêtent pas. Que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, excusez-moi, eh bien, petit à petit, les exemples, ils cheminent à travers les générations. Et si malheureusement, on a des parents qui ont été trop frappeurs, on va créer des enfants qui, à leur tour, donneront des coups aussi. Je parle même vous savez, même, je ne parle pas ici que Dieu nous en préserve, des coups entre un couple ou quoi que ce soit. Mais je parle des fessées. Allez, une fessée par là, une gifle par là, une pince par là, tac, 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 tac. C'est le langage de la famille. Eh bien, les enfants, ils seront pareils. Ce sera exactement la même chose. Pardon? Il y a quand même une capacité de résilience. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réparation chez l'enfant qui... Alors, on va en parler. Mais pour l'instant... Il peut faire le contraire de ce que... Il peut, comme vous dites, il peut. Mais en général... Ses parents, enfin son père... Il peut. Alors, je vais vous dire. En général, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène où, comme vous dites... moi, je vais commencer par le plus normal. L'enfant reproduit. Et il y a un phénomène où, par exemple, l'enfant, il a tellement été dégoûté de ce qu'il a vu. Bon, on va raconter une histoire, par exemple. Il y avait un enfant, son père, c'était un pilote de course en voiture. Il s'attrapait toujours à la ceinture, il avait peur dans les virages. Aujourd'hui, le fils, c'est un pépé. Pas plus que 50 km/h en ville. Pourquoi? Il a tellement tremblé, il a tellement eu peur, vous entendez? Il a tellement eu peur de la conduite de son père que lui, il a fait exactement l'inverse. Mais il faut vraiment... Il ne faut pas trop jouer avec ça. Parce que des fois, des extrêmes, malheureusement, elles font des fois aussi nocives. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la plupart du temps, les enfants, ils vont reproduire au pas près ce qui va se passer. Et j'étais en train de parler des coups. Vous savez, les coups et les cris, ça aussi, il faut se l'entendre. Ça doit être le dernier crédit. Le dernier crédit. C'est-à-dire que d'abord, je dois parler à mon enfant. Je dois essayer de l'expliquer. Mais si l'enfant, il a toujours des claques, toujours des fessées, ça ne servira plus à rien. Il prendra sa fessée, il attendra que ça lui fasse un petit peu moins mal, et il reproduira la même chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le langage, il n'y a rien. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette fessée. Je ne sais même pas. Va dans ta chambre. Mais tu ne m'as pas expliqué. Donc qu'est-ce que Certes, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner de fessée, parce que des fois, comme il dit Mourav, le Ram Regen, il y a ce qui s'appelle la misguérette. Il y a un tableau. Il y a des choses à ne pas dépasser dans la vie. L'effronterie, se mettre en danger. Il y a des choses où les enfants, ils ont besoin de petites fessées parce qu'il faut les cadrer, comme on a dit. Au début, ils savent, c'est pas comme les animaux. Ils ont cette dépendance et on a besoin de leur apprendre. Donc des fois, quand ils dépassent la limite, il faut donner. Mais pas que ce soit toujours répétitif. Parce qu'à ce moment-là, le cri, déjà moi je m'égosille, ça crée une tension dans la maison. Et à ce moment-là, l'enfant, il va ressortir comme il est rentré. Il entend des cris, il se bouche les oreilles, il va dans la chambre. Il n'a rien compris, qu'est-ce que tu lui voulais? Alors que si tu t'es assis avec lui, et que tu as essayé de lui expliquer, et que tu as essayé de... Peut-être qu'il a même un mal-être, peut-être qu'il a fait ça parce que, et on va le voir un petit peu plus loin, que tu lui as pas donné assez d'attention. Un enfant qui n'a pas assez d'attention peut faire des bêtises. En fait, ces bêtises-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de dire aux parents, regardez-moi un petit peu plus. J'ai besoin qu'il y ait une plus grande attention vis-à-vis de moi. Alors, oui. Oui, alors ça c'est déjà, alors ça dépend dans quel contexte ça a été dit. Ça a été dit à l'époque, c'est écrit là-bas, Choser Shifto Soné Beno, celui qui enlève le bâton, il haït son fils. Mais je pense que le contexte du Passouk, déjà il a été dit dans une période qui n'est plus la nôtre. Les enfants malheureusement aujourd'hui c'est toute une autre éducation. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, le bâton c'est vraiment dans les moments ultimes. Il y a beaucoup de choses à faire avant. C'est comme les professeurs, on a le même problème. Et à l'époque, Madame Cohn, je veux dire en son nom, elle me le disait, j'arrivais pas trop à comprendre. Elle disait, un professeur qui met son élève à la porte, c'est un échec. Je dis, Madame Cohn, comment c'est un échec? On va devenir fou. Mais en fait, maintenant, après les quelques années d'expérience, j'ai tout à fait compris ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a 10 000 autres façons d'expliquer à un élève que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. De lui parler, tu attends que tout le monde sort, et puis tu te mets, je vous dis pas quel effet ça. Tu fais sortir toute la classe, et puis tu te mets avec lui, tu commences à parler. Et puis tu vas voir que l'enfant, il est sensible, des fois il va même larmoyer, et puis le lendemain, tu vas voir qu'il va changer. Pourquoi je vous dis ça? On n'est pas en classe. À la maison, c'est la même chose.
au lieu de mettre la fessée qui t'a bien défoulé, hein, faut dire ce qui est, et qu'après ça t'a calmé, prends ton fils, il va comprendre ce que tu lui veux, prends-le dans un coin, parle-lui, explique-lui que ce qu'il a fait c'est pas bien, et tu vas voir la sensibilité, il va plus savoir, déjà il te regarde pas dans les yeux, parce que tu es seul à seul avec lui, quel privilège, déjà il va pas te regarder dans les yeux, et en plus de ça, je peux te garantir que cette parole que tu lui auras dit, elle va changer sa vie. Des fois les enfants ils sont sensibles à des paroles qu'on peut pas s'en rendre compte, et pendant des années ils vont se rappeler, que ce soit pour le bien, ou que ce soit pour le mal. Oui. Exactement, c'est ça que j'ai dit, les cris. Les cris, ça doit être vraiment quelque chose qu'on utilise que dans des moments où vraiment l'enfant il a dépassé des limites que vous aurez placées au préalable et qui sont assez facilement respectables pour que l'enfant il n'avait pas crié, il n'avait pas fait des choses très graves. Alors maintenant, c'est vrai que ce discours il paraît fédérateur, mais beaucoup de parents se posent souvent la question, comment on fait quand malheureusement on n'a pas eu cette relation? Comment on fait quand quelque part les enfants, ils n'ont pas été privilégiés de cette relation? Et nous les parents, quelque part, on sent qu'on les a un peu perdus. On sent qu'il y a une distance qui s'est créée. Comment est-ce qu'elle est réparable cette relation? Alors déjà, pour essayer de changer cette relation, il faut faire comprendre à l'enfant, parce que très souvent c'est comme ça que ça se détériore. L'enfant il vient une fois. L'enfant, il vient de... Tu ne te rends pas compte, tu es dans ta cuisine, tu es dans tes téléphones, tu es dans tes rendez-vous avec tes clients, tu ne te rends même pas compte que l'enfant, il est venu pratiquement en train d'asphyxier, je parle moralement, et il avait besoin de te parler, tu as dit, pas maintenant, va dans ta chambre, fais tes devoirs, regarde un dessin animé. L'enfant, qu'est-ce qu'il enregistre petit à petit? Finalement, je ne peux pas parler avec papa et maman, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement réparer ça? Parce qu'ils reviendront. Les enfants, de toute façon... Ils ont besoin de leurs parents, mais ils vont revenir que très rarement. La fois où l'enfant il va essayer de revenir vers toi, il faut que tu laisses tout de côté, même si tu as un contrat, je ne sais pas combien de millions à décrocher, si ça arrive, je vous le souhaite, ça vous arrive, tu laisses tout de côté. Si tu as même une pâte que maintenant elle va tomber ta pâte parce que tu es en train de cuisiner, ou si tu as encore le parterre qui est à moitié, tu laisses tout de côté et tu dis viens, on va parler ensemble. S'il est capable de revenir après cette longue distance, il faut lui donner toute l'importance. Et ça, malheureusement, on ne s'en rend pas compte. L'enfant qui ne sent pas cette priorité, très très vite, à l'âge adulte, on va le perdre. On va le perdre, pas physiquement, mais on va perdre son écoute. Et ça, c'est très très grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, tu rentres, d'accord? Il t'est fatigué de ta journée. Et qui c'est qui t'appelle ta meilleure amie pour te raconter une histoire la plus croustillante qui existe? Et à ce moment-là, ta fille, elle te dit, maman, au fait, je voulais te dire, attends, chérie, après. Qu'est-ce que tu as montré à ta fille? Que l'appel de ta copine, même si c'était pour te détendre après ta journée, il était plus important que ta fille. Alors qu'est-ce que tu aurais dû faire? Dire à ta copine, écoute, et au Hachem, il y a des parents qui sont consensueux et qui prennent l'importance de ça. Tu aurais dû dire à ta copine, écoute, on se rappelle un petit peu plus tard, maintenant je suis avec mes enfants. Autant le père, autant la mère. Ou alors ton boss, il t'appelle pour te donner la meilleure promotion de l'année, tu vas pouvoir enfin changer de bureau. Mais il y a tes enfants qui sont là, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de te raconter la journée, tu viens de sortir avec eux de l'école. Monsieur Ben Shimon, je vous rappellerai demain, excusez-moi, je suis avec mes enfants. Ou bien même ta meilleure émission, Marie au premier regard, à ce qui paraît. Deuxième épisode. Non, il y a tes enfants, c'est pas grave, je mets de côté, je m'occupe de mes enfants, non, l'idée, je vais vous dire pourquoi. L'idée, elle m'a intéressé parce que quand j'ai entendu, on m'en a parlé. Il y a des élèves à moi qui m'en ont parlé. Je me suis dit, enfin, ils ont compris, les goïms, que le chidour, c'était la meilleure façon de rencontrer sa femme. Il n'y a plus besoin de rester... Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Une petite parenthèse, puisqu'on en parle. Les gens, ils vivent ensemble. Des années, histoire de se connaître, et après, on se mariera. Il a dit le Rav Cohen, mais c'est n'importe quoi. Comme les gens qui disent, on part en Israël. Vous connaissez? Ah, moi, je connais Elat, je connais Ashdod. Mais est-ce que tu connais la vie là-bas? Tu veux faire ton alia parce que tu as vécu un mois à Elat, une semaine à Ashdod, une semaine à Netanya. C'est pas la vie de tous les jours. Le tourisme, c'est pas l'habitat. Et les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Je vais vivre avec ce garçon ou je vais vivre avec cette fille pendant un certain temps. Et après, une fois que je la connais, mais ce sera pas la même personne. Le fait d'être marié, le fait d'être engagé ensemble, c'est pas la même chose. Et chez les goïms, ils commencent à le comprendre. Pour moi, cette émission, elle est importante. Pourquoi? J'ai rien vu. Mais je dis que si déjà ils commencent à comprendre qu'il ne faut plus passer par cette idée de sortir et de... C'est qu'il y a un réveil. Alors, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire... Ou alors aussi, comment on réagit
quand un matin, alors ici ça n'arrive pas beaucoup parce qu'on n'est pas dans des pays très froids, mais comment on réagit quand il fait très très mauvais, qu'il y a la neige et que l'école elle t'appelle et qu'elle te dit aujourd'hui on ferme l'école, les enfants restent avec vous. Oh non, mais c'est pas vrai, je devais faire les soldes. Ou demain c'est férié, quoi, dimanche et encore lundi. Mais t'as pas compris. C'est dans ces moments-là où tu peux prendre tes enfants et t'es pas en train de courir et tu peux sortir avec eux, tu peux partager, tu peux voir où est-ce qu'ils en sont moralement, tu peux faire avec eux plein de choses. C'est pas un moment de dire oh non. C'est là où tu vas les mettre en importance. C'est là où tu vas leur dire que finalement, ils sont importants pour toi et tu as confiance en eux et tu les aimes et tu seras là pour eux. Quand tu vas leur dire ça? Quand? Au moment où tu travailles et que le matin à 7h, tu te fais vite un café et que le soir à 5h, tu les revois, c'est là où tu vas leur dire? Pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai gagné à long terme? Qu'est-ce que j'ai gagné à long terme quand j'ai fait attention à cette relation? Eh bien, j'ai gagné à long terme, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est des petites confidences. La maîtresse, elle m'a crié, j'ai eu un 5 sur 20. Mais plus tard, quand ils seront grands, et qu'il y aura, comme on a dit, petit souci, grand souci. Mais aujourd'hui, ils se confient à toi parce que, comme on a dit au début du cours dans l'introduction, les enfants sont complètement dépendants. Mais si tu n'as pas instauré ce moment de confiance et ce moment de confidence quand ils étaient petits, plus tard, ne t'inquiète pas s'ils viennent plus te parler. Comment? Elle se confie à sa meilleure copine et pas à moi? Ben, quand elle était petite, tu lui disais, va dans ta chambre, c'est pas le moment, je suis fatigué, arrête d'être dans mes pieds. À long terme, elle a compris que maman ou papa, c'est pas les confidents qu'il faut avoir. Et on va aller chercher ailleurs. Et après, malheureusement, tu seras peut-être pas au courant quand elle est en train de fréquenter les gens qu'il faut pas fréquenter. Tu seras peut-être pas au courant qu'en ce moment, elle est en train de faire des choses qu'il faudrait pas faire. Parce que depuis le début, malheureusement, cette confidence qu'ils devaient avoir avec toi, ils l'ont pas eu. Alors, il y a aussi une autre question qu'on peut se poser à juste titre. C'est-à-dire quoi? Que les enfants, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Elle est où notre vie privée dans tout ça? Ou à quel moment on peut respirer? Alors, je vais vous dire quelque chose. Plus je vais être soucieux de mes enfants et de leurs bienfaits, plus ils auront moins besoin d'attention. Et moins je vais être soucieux d'eux quand ils sont petits, plus je vais avoir des gamins à la maison qui auront peut-être 35 et 40 ans et qui seront encore en train de rester à la maison. Et là, tu n'auras pas de vie privée, sans vouloir vous faire peur. Ça veut dire que quelque part, si au début, j'ai donné assez d'attention, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait grandir l'enfant assez, eh bien cet enfant-là, plus tard, il n'aura pas, entre guillemets, pas plus besoin de moi, mais il aura tous les bagages pour devenir un adulte. Et en même temps, il saura que le meilleur ou la meilleure des confidentes, c'est sa maman ou c'est son papa. Parce que depuis petit, on a instauré ça. Mais si jusqu'à 13 ans, comme j'ai dit ce Shabbat à la choule, on ne s'est même pas occupé de savoir qui ils étaient devenus, comment ils avaient grandi. Et quand la bat mitzvah ou la bar mitzvah arrive, maintenant mon fils, tu es un homme juif. Mais c'est quoi un juif, papa? Ah, c'est toi, papa? Vous voyez, c'est-à-dire que, vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, et ça on le sait, mais malheureusement, comme j'ai dit, on a tous des vies qui ne sont pas faciles, on a tous des soucis, notre carrière professionnelle, des fois, elle ne permet pas d'être à 100% avec nos enfants, ça c'est vrai. Mais que les moments à attraper, ceux-là, il faut que vous les attrapez. Advienne que pourra, même 10 minutes par jour. On ne peut pas savoir quel bienfait ça fait. Moi, je dis toujours, le meilleur moment, c'est quand on rentre. De toute façon, on est fatigué de la journée. Alors quoi, on va aller allumer la télé? On va aller discuter avec des amis? Non. Je vais prendre 5 ou 10 minutes, je vais rester avec mes enfants. Alors des fois, c'est très difficile parce qu'on enchaîne. Mais alors, au moins un jour dans la semaine. Un jour dans la semaine, les enfants, ils savent qu'il y a un moment de détente. C'est pas juste la gendarmerie, brosse les dents, fais ta ta ta. Non, il y a un moment de détente avec papa et maman. Il y a un moment où c'est plus de la gendarmerie, où on a enfin le moment où on peut profiter. Et je vais vous dire, c'est ultra important, parce que le contact avec les enfants, plus ils grandissent, plus il devient difficile. Parce qu'il y a l'adolescence, parce qu'il y a ces moments de tabou, où les enfants ils deviennent un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Et donc ils ont beaucoup d'hésitation et de doutes. Et là, à ce moment-là, comme j'ai dit, où on a instauré ce climat de confiance, où on ne l'a pas instauré. Si on a instauré le climat de confiance, je peux vous garantir qu'à chaque question et à chaque hésitation, ils viendront vous voir. Ils viendront se renseigner, ils viendront se rassurer. Mais si malheureusement, quand ils étaient petits, on leur a fermé le bec, moi des fois je vois, et encore une fois, je ne suis pas un saint et moi-même je fais des erreurs. Mais des fois c'est flagrant. Tu vois les enfants, allez, rentre dans la voiture, ferme la porte, on doit te casser la tête.
Non, mais on dirait qu'ils parlent à leurs ennemis. Et ils font ça devant tout le monde. Donc déjà, tu fais honte à ton enfant en public. Tu as quelque chose à dire à ton fils, tu le fais en cachette. Betsniout, pas devant tout le monde. Non, mais il fallait que je lui fasse. Fallait que tu te défoules surtout. C'était ça le truc. Mais en plus de ça, l'enfant, il est, comme il dit le Rav Avramov, il est saloud, il est blessé à vie. Des fois, on peut malheureusement éteindre un enfant avant l'heure. C'est là aussi que je vous l'ai raconté, mais elle est tellement magnifique cette histoire que je la raconte toujours. Il y a une fois un fiancé, il a pris la parole le jour de son fiançailles. Et il a dit aujourd'hui, si je suis ici en train de vous parler avec ma fiancée à côté de moi, c'est grâce à plusieurs personnes. À Dieu, à mon père, à ma mère et à mon professeur de CE2. Il a mis un blanc dans la salle. Pourquoi le professeur du CE2? Il a dit, je vais vous raconter, même s'il y a mes beaux-parents à côté, je vais vous raconter. Quand on était petits, vous savez, on était toujours un petit peu jaloux de ce qu'avaient les enfants d'à côté. Et un jour, il raconte le Khatan, j'ai été tenté de la nouvelle montre de mon ami qui était à côté de moi. Et la chance a joué en ma faveur, entre guillemets, et au moment de la récréation, mon ami a laissé sa montre sur la table. Et il raconte le fiancé, j'ai attendu que tout le monde sorte, et ni une ni deux, je l'ai glissé dans ma poche. Quand le Rav il est revenu en classe, il avait un visage rouge et énervé. Et il a pris la parole, il a dit, les enfants, il s'est passé quelque chose de très grave dans la classe. Je veux que maintenant tout le monde dépose toutes ses affaires sur la table, et je vais fouiller les cartables. Et il a dit, le fiancé, je suis devenu blême. Je me voyais déjà à l'extérieur de l'école renvoyé à vie. J'avais des gouttes de transpiration. Et plus le professeur il avançait vers mon cartable, plus mes jambes tremblaient. Et le professeur il est arrivé devant mon cartable, il a mis la main dans le cartable, il a ressorti, il n'a rien dit. Et puis il a avancé. Et puis, quand tout le monde est sorti, il m'a pris dans un coin et il m'a dit, tu sais Moshe, c'est pas bien ce que tu as fait. La montre, elle a été restituée. Grâce à ça, maintenant, tu as fait une bonne action. Je ne veux plus jamais te revoir faire ça. Eh bien, le fiancé a dit, si ce jour-là, le professeur, il m'avait fait la honte devant la classe, je ne serais pas debout en train de vous parler aujourd'hui à mon fiançailles. Donc, on ne peut pas se rendre compte. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je dis que des fois, on parle à nos enfants comme on parle, excusez-moi, à des moins que rien. Et on ne se rend pas compte que chaque parole, chaque moment d'attention, chaque moment de considération, où il fait avancer mon enfant vers l'avant, ou il fait avancer mon enfant vers l'arrière. Et je peux vous dire, ce n'est pas des blagues ce que je vous dis. Je suis professeur, je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Et le matin, quand je rentre en classe, et année après année, je sais dire exactement qui a des enfants, qui a des parents qui sont là pour soutenir leurs enfants, et qui a des parents qui malheureusement les écrasent et les rendent des moins que rien. Parce qu'encore une fois, un enfant, il n'est pas comme il est, c'est-à-dire peu épanoui, peu parlant, parce que pour rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, à Volbeu, il a dit le noyau d'un enfant, il est pur. Malheureusement, il y a tout ce qu'on va lui donner. Et souvent, quand je me renseigne, les enfants qui sont comme ça dans leur coin et qu'on n'entend pas et qui pleurent pour un rien, on voit des catastrophes dans les couples, malheureusement. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et les enfants que je vois qui ont une pleine envie de mordre la vie à pleines dents et qui sont toujours battants et qui sont... On voit de suite les parents, c'est des gens extraordinaires qui ont des problèmes comme nous, qui ont des soucis comme nous, mais malheureusement, ils ont tout misé sur leurs enfants. Et au Hachem, ça leur revient en retour. Ceux qui ont été capables de miser et de donner du temps, ça prend du temps, ça prend des forces. Mais ô combien, Azorim, Bedima, rappelez-vous de ce pasouk. Ceux qui ont semé en pleurant, Berina, Iktsoru, ils vont récolter avec le sourire et la joie. Et ça, on le voit, je vous le dis encore une fois, tous les jours. Des fois, je fais des concours. Je dis, le meilleur, il va gagner une tablette de chocolat. Et celui qui aura un peu moins, il gagnera un paquet de biscuits. Alors de suite, on voit, il va dire, moi, je marque que la tablette de chocolat, c'est sûr que je vais gagner. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais écrire le paquet de biscuits, mais je crois que je vais rien écrire parce que... Et on voit les parents. On voit qu'il y a des parents qui sont moteurs, ils donnent des enfants moteurs. Et ceux qui, malheureusement, sont là toute la journée en train de râler, les enfants, ils ressortent pareil. Et ça, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et ça, on le récupère à la fin, ou pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire qu'une maman, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne peut pas se plaindre de ne pas avoir sa fille qui se confie à elle. Et elle va dire, je ne comprends pas. Et des fois, il y a des mamans qui viennent me voir, elles me disent, mais moi, ma fille, elle ne me parle jamais. Sa copine, elle lui a raconté des choses que jamais de ma vie, j'ai entendues sur elle. Mais forcément, quand elle était petite et que tu lui disais, pas maintenant, chérie, après, je me repose, tu veux pas aller voir un dessin animé? Ça, c'est le pire, ça.
Alors, encore une fois, les dessins animés, on peut en montrer de temps en temps, parce que les mamans et les papas, ils ont besoin de souffler. Mais que ça devienne le souffre-douleur, entre guillemets, des enfants, et qu'à chaque instant, va voir un dessin animé, tiens, je te mets, mais que je t'entende pas, juste pour avoir du silence, vous avez éteint vos enfants maintenant, mais vous risquez de les éteindre plus tard, parce qu'après, ils pourront plus se défaire de ça. Il faut établir des règles. Les dessins animés, ce sera un chiour à faire entier à OL Esther que sur ça. Mais les dessins animés, Internet, les portables, il faut laisser des limites. 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. Mais il faut être capable de le retirer. Pas qu'on ait des enfants ahuris, qu'on rentre dans des maisons et que chacun il est avec son smartphone et qu'il ne sait même plus de quelle couleur il est le canapé où il est assis. C'est grave, on ne se rend pas compte. Et malheureusement, nous, en parents, parce que moi aussi je suis père, je sais que c'est une solution qui des fois peut nous alléger quand c'est des moments de fête, quand c'est des moments de préparation, on est fatigué, alors on leur monte, mais que ça ne devienne pas un moyen de les calmer. Parce que si malheureusement ils sont là-dedans, un jour ils ne pourront plus ressortir, parce qu'il y aura une dépendance qui va se créer. Et je vais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si cette confidence et cette mise en confiance de pouvoir parler et s'exprimer avec ses parents, elle n'a pas été mise, plus tard ça devient une intrusion. Mais de quoi tu te mêles? Mais c'est pas ta vie. Mais à moi, tu me parles comme ça? À moi, ton père? À moi, oui. Parce qu'il a changé complètement de cap. Comme il a vu qu'à l'époque, il n'était pas capable de pouvoir avoir une discussion avec toi, mais il n'aura jamais. Alors, il y a beaucoup de parents qui me disent, mais alors, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire, nos enfants avec qui on n'a pas eu cette relation, c'est foutu. Pas du tout. Pas du tout. Il a dit, vous savez, le Rav Salanter, une fois, il est passé dans une ruelle un peu sombre après Arvit, avec ses élèves. Et il a vu là-bas, à l'époque, il n'y avait pas l'électricité et tout ça. Et il a vu là-bas un cordonnier qui était en train de réparer des chaussures. Alors il a dit, Rav Salanter, tu répares des chaussures à l'heure encore maintenant? Il a dit, tant que la bougie, elle est allumée, je peux encore réparer. Kolzman chez Aner Dolek, Efchar Letaken. Un enfant, peut-être qu'il a coupé les ponts, peut-être qu'il a coupé la relation, mais l'amour, il en aura toujours besoin. Et tant qu'il est encore avec vous, tant que vous l'avez encore sous la main, même s'il vient 1 fois par mois, ce jour-là par mois, ça doit être chez vous comme un Yom Tov. Voilà, un Yom Tov. Tu vas assiquer la maison, tu vas lui faire le meilleur repas. Il aime la tchoukchouka, tu lui fais la tchoukchouka. Il aime le couscous, tu fais le couscous. Il aime le castel, tu lui fais le castel. Il aime les millefeuilles, tu lui fais le millefeuille. Tu lui fais un repas et après tu sors avec lui. Et toute l'après-midi, tu vas aller faire, si c'est une fille, tu vas faire du shopping avec elle. Si c'est un garçon, tu vas lui donner un petit peu d'argent pour qu'il achète des affaires. Et tu vas le faire kiffer. Que même cette journée, 1 fois par mois, où tu as l'impression que ça va être une horreur et que vous n'avez pas parlé, fais-le kiffer. Et un enfant, c'est peut-être qu'au début, il va faire un petit peu le fier, mais petit à petit, il va se raffermir. Petit à petit, il va dire, tiens, ce moment-là, même si c'est 1 fois par mois que j'ai pris le train pour venir voir papa et maman, mais c'était un kiff. Faut que je me le fasse 2 fois par mois. Faut que je me le fasse 3 fois par mois. Donne-lui l'occasion de revenir. Tends-lui le bâton. Donc finalement, rien n'est perdu. Mais ça demande du temps. Parce que, comme je vous ai dit, un enfant qui a été blessé, il ne va pas revenir du jour au lendemain. Au début, il va faire le fier. Peut-être que tu l'auras 1 fois par semaine au téléphone, 1 fois par mois. Mais que cette discussion, même si ce n'est pas une rencontre, mais c'est une discussion, que tu lui montres que tout est ouvert et qu'on peut se remettre. Rappelez-vous de cette phrase. Kolfman chez Aner Dolek. Tant que la bougie, elle est allumée, Efchar Letaken. Et les occasions, elles ne manquent pas, Baruch Hashem, dans nos familles, dans le peuple juif. Shabbat, les fêtes, ces moments-là, de toute façon, ils sont à la maison. Alors, comme je dis, est-ce que c'est tchoukchouka, tafina et tiramisu et on va faire dodo? Ou bien non? Maintenant, c'est des Shabbats d'hiver. Le Shabbat, il finit à 8h. 8h15, tu vas dormir jusqu'au lendemain. Dans la couette, jusqu'en haut. Non. Tu t'assois là. Moi, je me rappelle, quand on était à Bnei Brak, c'était un kiff. Je voyais des grandes familles. Quand on était invités, le père et la mère, ils s'assoient à la salle à manger. Et tous les enfants, ils sont autour. Et chacun à son tour, il raconte une expérience de la semaine. C'est magnifique. Pas qu'à 8h30, c'est devenu le dortoir et qu'on entend que des ronflements. C'est pas possible. Alors tu vas manger un petit peu moins. Tu vas te sentir plus en forme. Et puis tu vas pouvoir ouvrir le discours. Et puis des fois, tu vas entendre des choses. Et ça aussi, c'est important. Quand tes enfants, ils te font des confidences, ne leur crie pas. Ne leur dis pas, quand t'as fait ça, mais t'as pas honte. S'ils ont ouvert la porte à la confidence, essaye de t'imaginer pourquoi ils ont fait ça. Essaye de comprendre si derrière ça, il n'y a pas un malaise. Essaye de comprendre si derrière ça, il n'y a pas un problème qu'ils ont envie de te parler et qu'en fait, ils rêvent d'avoir une solution. Tout ça grâce à quoi? Parce que tu as été capable d'allonger ton repas. Si tu as été capable d'allonger ton repas, peut-être que tu es en train de sauver ton fils ou ta fille. Peut-être qu'il est en train de fréquenter quelqu'un qu'à la dernière minute, grâce à cette discussion que vous avez eue un vendredi soir à 11h30, ça l'a remis en question et maintenant elle va se remettre sur le chemin. Et que si tu n'avais pas prêté attention à cette confidence,
malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, aujourd'hui, les maisons du peuple juif, parce que la vie, elle nous fait courir en semaine, on dirait un hôtel. D'accord? Nourri, blanchi, logé, et on repart au boulot. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. On dirait des hôtels. Il n'y a aucun moment, et avec les portables, c'est terrible. On peut avoir 5 personnes autour d'une table, avec chacun son smartphone. Attention qu'il ne tombe pas dans la soupe. Attention qu'il ne tombe pas dans la soupe. Moi, j'ai toujours dit que je cherche quelqu'un pour m'aider à commercialiser. Si quelqu'un connaît, je veux commercialiser. Vous savez, les goyim, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils ont fait des boîtes avec des codes. Et tu tapes dessus un code, et pendant 1 heure, la boîte, elle enferme ton portable, tu ne peux rien faire avec. Ça, c'est extraordinaire. Pendant 1 heure, tu ne touches pas au téléphone. Il y a un mouvement j'ai lu un article là, Ouais. qui monte beaucoup en Israël, c'est les mères non connectées. Voilà, De 18 exactement. heures à 20 heures. Voilà, mais ça, c'est quelque chose d'intelligent. Tout à fait. Comment le nom c'est Imaot. Tout à fait. Et de 18h à 20h, elles sont Exactement. déconnectées. Donc en résumé, pour terminer ce qu'on a dit, les moments ils ne manquent pas, que ce soit donc ces moments de Shabbatot ou de Chagim, que ce soit ces moments de vacances, et que d'une fois de temps en temps, ça aussi c'est important, pour ceux qui veulent justement réhabiliter, si je puis dire ainsi, la relation, et recréer un climat de confiance. Apprenez à surprendre vos enfants. Si vous sentez que vous avez un de vos enfants, peu importe l'âge, je vous dis la vérité, ça marche dans tous les âges, où ils passent un moment de difficulté, surprenez-les. Surprenez-les. Une après-midi, vous leur dites pas, vous avez des RTT, vous avez des moments de libre, vous avez le temps. Vous fermez votre magasin ou vous n'allez pas au travail et puis cet après-midi, mon chéri, je sors avec toi. Que toi et moi tout seul. Apprenez à surprendre vos enfants et que Be'ezrat Hashem, tous ensemble, que nos enfants d'aujourd'hui puissent devenir les adultes de demain et que surtout, ce soit notre fierté. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. On a 10 enfants. Voilà. Un petit peu chaque jour à chacun.